à accueillir justement ce million de réfugiés. Est-ce que c'est pour vous aujourd'hui toujours un motif de fierté ? Je crois que la décision que j'ai prise à l'époque d'accueillir les réfugiés était la bonne décision. Car c'étaient des personnes dans le besoin, qui avaient payé des passeurs, qui avaient mis leur vie en danger, qui fuyaient Bachar el-Assad, car ils n'avaient pas de perspective pour leur pays. Et à l'époque, j'ai prononcé cette phrase « Nous y arriverons » parce que je savais que c'était une tâche compliquée, un grand défi. Mais je pensais que les valeurs européennes selon lesquelles la dignité de chaque individu compte, c'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Il ne faut pas simplement énoncer ces valeurs, il faut appliquer ces principes dans les situations d'urgence. Vous dites dans le livre qu'on vous l'a reproché à ce moment-là et qu'on vous le reproche encore toujours aujourd'hui parfois. Il y a eu entre-temps la montée de l'extrême droite du parti l'AfD, notamment en Allemagne de l'Est et dans votre ville, à Templin. On a vu un reportage là-dessus dans le journal. Est-ce que vous n'avez pas vu venir cette montée du racisme et de l'extrême droite ? Je l'ai très bien vu. Ça avait commencé lors de mes précédents mandats. Mais l'alternative, ça aurait été d'empêcher ces réfugiés, par exemple avec des canons à eau, de venir en Allemagne. Et ça ne m'aurait pas semblé juste. Mais il faut prendre au sérieux ce problème de l'immigration clandestine. C'est un problème qui se pose aussi en France. On ne peut pas se laisser dicter notre conduite par les passeurs. On peut trouver des solutions. Les partis démocratiques peuvent travailler tranquillement sur cette question, pas seulement avec des interdictions, mais aussi en discutant avec les pays d'origine, comme nous l'avons fait avec la Turquie. La montée de l'extrême droite, elle est aussi liée à la crise économique. La crise économique récente. Est-ce que ce n'est pas le modèle allemand qui est remis en cause dans cette crise, parce que c'est un modèle fondé sur les exportations, notamment vers les États-Unis, qui aujourd'hui ferment leurs frontières, vers la Chine, qui fabrique des voitures moins chères que les voitures allemandes. Est-ce que le modèle allemand n'est pas remis en cause ? Le modèle allemand est d'abord un modèle qui a apporté beaucoup de choses positives pour l'Allemagne, mais aussi pour l'Europe. Mais le multilatéralisme est aujourd'hui sous pression. C'était déjà le cas sous la présidence de Donald Trump. J'en parle dans mon livre. Il y a eu des droits de douane sur l'acier notamment. Cependant, je reste d'avis que les accords d'échanges commerciaux ont de l'avenir, car tout le monde en profite. Il faut juste qu'on ne soit pas dépendant d'un seul pays. Il faut répartir les risques. Mais le monde ne pourra pas se développer, que ce soit l'Europe ou d'autres, si on se retire du commerce mondial. La crise, elle a été liée également à l'augmentation du prix du gaz. Et la dépendance de l'Allemagne au gaz russe était extrêmement forte. Est-ce que ce n'était pas une erreur stratégique monumentale que de se mettre dans la main de Poutine en ayant de tels échanges et une telle dépendance au gaz russe ? Les échanges de gaz avec la Russie sont une très longue tradition. Ça a commencé pendant la guerre froide, ça a continué pendant mes mandats. Je ne pense pas que c'était une erreur. Car grâce à ça, on a eu du gaz russe bon marché. C'était une situation gagnant-gagnant des deux côtés. Après l'agression russe en Ukraine, l'Allemagne a dû très vite trouver un gaz plus cher. Donc les prix du gaz ont explosé. Mais ça aurait été aussi le cas si on avait arrêté plus tôt, sous mon mandat. Et c'était selon moi une bonne chose d'avoir le gaz le moins cher et pas le plus cher. Mais si quelqu'un connaît bien Vladimir Poutine, c'est vous. Est-ce que vous ne vous êtes pas assez méfié de lui ? Est-ce qu'on aurait pu éviter finalement cette guerre et cette attaque russe ? Je crois, et je l'écris dans mon livre, que je n'étais pas naïve. Je connaissais très très bien Vladimir Poutine. Cela fait longtemps qu'il voulait éviter que l'Ukraine progresse dans la voie démocratique. Mais je crois que malheureusement, la pandémie, le Covid, lui a donné l'occasion d'attaquer l'Ukraine. Pendant toute la période du Covid, nous n'avons pas pu lui parler directement.
Il s'est confiné. Il fallait se mettre en quarantaine si on voulait le rencontrer, ce qui n'était évidemment pas envisageable. Donc on ne pouvait lui parler que par téléphone ou en visioconférence. Et dans ces cas-là, malheureusement, les dictateurs s'enferment dans leur propre voie et je crois que ça a participé au fait que cette attaque a pu survenir. Vous avez toujours prêté une oreille attentive et bienveillante au peuple qui voulait se libérer du joug de dictateurs et notamment de peuples qui voulaient se tourner vers l'Occident. Parce que vous-même, vous racontez toute votre jeunesse en RDA, en ce qu'on appelait l'Allemagne de l'Est, et vous racontez ce manque de liberté qui vous pesait énormément, toute jeune. Oui, bien sûr. Et je parle aussi du fait que la réunification allemande n'aurait sans doute pas été possible s'il n'y avait pas eu les évolutions en Union soviétique avec Gorbatchev, en Pologne aussi avec Solidarność, et ce qui s'est passé aussi en 1968 en Tchécoslovaquie. Et moi, je fais partie de la génération qui a eu de la chance, car j'avais 35 ans quand cette réunification de l'Allemagne a eu lieu. J'ai découvert la liberté. Et évidemment, je pense à tous ceux qui, dans le monde, doivent encore se battre pour atteindre cette liberté. Il faut toujours voir qui nous pouvons aider et comment. C'est ce que je tire de mes 16 ans à la chancellerie. Même si, évidemment, on ne peut pas aider tous ceux qu'on aimerait aider. Quand vous devenez chancelière, la date exacte, 22 novembre 2005, vous dites que vous êtes fière d'avoir accompli ça en tant que femme et en tant qu'Allemande de l'Est. Pourquoi ? Il y a eu un moment quand j'ai prêté serment, alors que j'avais remporté les élections, où je me suis sentie fière pendant un temps. Car je me suis dit que nous ouvrions un nouveau chapitre dans l'histoire de la République d'Allemagne. Et pendant la campagne électorale, je me suis rendu compte qu'être une femme n'était pas un avantage. Au contraire, il y avait beaucoup de scepticisme, pas uniquement de la part des hommes, mais aussi de la part des femmes. On se demande si une femme est bien capable de toutes ces fonctions. Et pendant ces 16 ans à la chancellerie, peut-être que j'ai joué ce rôle de modèle pour les jeunes filles qui ont grandi sous mes mandats, en leur démontrant qu'elles pouvaient aussi devenir chancelières. Il y a beaucoup de photos dans ce livre où on vous voit vos rencontres avec les différents chefs d'État. Quel est celui qui vous a le plus impressionné ? Très honnêtement, impressionné. Non, je devais représenter les intérêts de l'Allemagne. J'avais parfois des partenaires un peu compliqués, mais l'idée, c'est pas de s'impressionner les uns les autres en politique. Moi, j'ai trouvé que c'était une expérience très intéressante. Il y a eu la rencontre avec Jacques Chirac, qui était d'une école plus ancienne, mais je me suis très bien entendue et j'ai bien travaillé avec tous les présidents français. J'écris dans mon livre qu'au début, j'étais la jeune chancelière qui travaillait avec Jacques Chirac. Et qu'à la fin, j'étais la chancelière plus âgée qui travaillait avec Emmanuel Macron. La roue tourne. Vous êtes à Paris quelques jours. Est-ce que vous allez aller jeter un œil sur Notre-Dame ? Malheureusement, je ne suis à Paris que jusqu'à demain matin. Mais j'ai suivi presque toute la cérémonie d'inauguration de Notre-Dame et je trouve que c'était un chantier incroyable qui a été accompli de manière formidable. J'ai été très touchée lorsque j'ai vu les pompiers lors de cette cérémonie, ainsi que les représentants de tous les artisans applaudis pour ce travail extraordinaire. Je crois qu'Emmanuel Macron, avec ce calendrier très serré pour les travaux, a réussi à faire quelque chose dont la France peut être incroyablement fière. Merci beaucoup, Angela Merkel, pour cette interview. Merci. On parlait de la RDA, autre ancienne république du bloc soviétique. La Roumanie élit en ce moment son président et vient de connaître un épisode détonnant. Un candidat d'extrême droite pro-Moscou s'est qualifié pour le second tour. Mais l'élection a été annulée. Les autorités soupçonnent une ingérence étrangère, russe, par le biais du réseau social TikTok. L'œil du 20h est signé Lorraine Poupon, Valentin Stocker et Giona Messina. Călin Georgescu se voyait déjà à la tête de la Roumanie, après sa victoire surprise au premier tour de la présidentielle.